Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais m'appuyer sur un livre qui est le livre de Joe Bowler sur l'apprentissage, c'est Apprenez sans limite. Je vous invite à lire ce livre si vous avez envie d'apprendre vraiment beaucoup de choses sur l'apprentissage, c'est très intéressant. Et on va discuter un petit peu de plusieurs petites techniques pour pouvoir augmenter sa compréhension des choses et augmenter son apprentissage avec des techniques très intéressantes d'apprentissage sur des expériences qui ont été menées par exemple. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Jérémy, je suis en 4e année de médecine. J'adore apprendre tout plein de choses et je t'aide à te développer sur cette chaîne avec plein de vidéos qui peuvent te servir toi ou même d'autres personnes à apprendre de nouvelles choses ou même à te développer tout simplement. Donc on va commencer avec la manière dont on peut complimenter, dont on peut parler à un enfant quand par exemple il revient avec un devoir de maths et qu'on va lui dire oh ben c'est bien, t'as une bonne note, ou alors lui faire un compliment un petit peu différent, lui dire c'est bien, tu as bien travaillé pour ce devoir-là. Le simple fait de faire ce compliment-là, donc un compliment qui diffère un petit peu de juste dire c'est bien, t'as une bonne note parce que t'as de la chance ou voilà, parce que, etc. C'est une raison pour laquelle l'enfant va pouvoir lui-même travailler plus et pouvoir augmenter son type d'apprentissage, voire même ses compétences en lui-même. Ça marche aussi dans le milieu professionnel, si vous êtes étudiant, si vous êtes collégien, lycéen, voire même autre dans la vie active et que vous voulez apprendre tout plein de choses et que vous voulez aussi complimenter des personnes, des enfants, etc. qui veulent apprendre des choses, c'est cette différence de compliment. Joe Bowler le dit dans son livre comme compliment fixe, compliment de croissance. Un compliment fixe, c'est par exemple « Oh, tu arrives à diviser des fractions, t'es vachement intelligent. » Juste de dire c'est inné, t'es intelligent, donc t'arrives à faire ça. Un compliment de croissance, c'est génial que tu aies appris à faire ça. Vous voyez la différence ? Et ça change énormément de choses parce que juste le fait de dire que c'est génial que tu aies travaillé pour cette évaluation, c'est génial que tu aies appris à faire ça, juste dire ça au lieu de dire t'es super intelligent donc t'as réussi à faire ça, ça va permettre à la personne d'augmenter son apprentissage et c'est un compliment qu'on dit de croissance, donc de grandir, de croître dans son apprentissage. Donc c'est très important, ça dépend vraiment de beaucoup de gens. Dans son livre aussi, je me souviens, elle parle des parents qui disent à leurs enfants t'es nul en maths, t'es nul en maths comme moi, donc c'est pas grave. Ça va déculpabiliser l'enfant de se dire comme ma mère est nulle en maths, moi aussi j'ai le droit d'être nul en maths, donc c'est pas grave si je suis nul en maths. Alors que c'est pas du tout ça qu'il faut dire. Il faut dire j'ai pas suffisamment travaillé en maths, donc toi essaye au maximum de travailler en maths pour pouvoir avoir les meilleures notes. Et ça c'est une sphère énorme et je pourrais parler des heures là-dessus sur comment bien complimenter son enfant parce que ça va te servir énormément pour lui-même dans son apprentissage. Donc ce que je veux dire par là c'est que voilà, il faut essayer au maximum de complimenter non pas la réussite, mais de complimenter l'effort qui a été fait. Ça, pour tout le monde, que ce soit pour les enfants, pour les collégiens, pour les lycéens, pour les étudiants, de complimenter, de dire « Ok, t'as fait des efforts, t'as travaillé pour arriver à là, et bien joué. C'est grâce à ton travail que t'arrives à là, et c'est pas juste « Waouh, t'es intelligent ». Et ça change beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que rien que de dire ça à des enfants, ça pouvait augmenter leur moyenne générale de quelques points. C'était pas beaucoup, mais c'était quand même quelques points. Et de dire ça à des enfants, ça peut leur permettre aussi de travailler beaucoup plus et beaucoup mieux. Alors, quelque chose qui est intéressant dans ce livre aussi, et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à ça, c'est que les difficultés et les erreurs, c'est un énorme vecteur d'apprentissage. Encore une fois, quand on est à l'école, on fait beaucoup d'erreurs et on pénalise cette erreur. On est en train de dire oui, t'as fait une erreur, je te mets une mauvaise note, c'est pas bien. Donc, on a une culture de l'erreur qui est il faut pas faire d'erreur parce que sinon c'est pas bien. Sauf que le problème, c'est qu'on apprend avec les erreurs. Plus on va faire d'erreurs, plus on va venir corriger nos erreurs et plus on va apprendre de ces erreurs. Et en disant que tu fais des erreurs, c'est pas bien, je te mets une mauvaise note, donc tu seras pénalisé, tu vas te faire crier dessus par tes parents, après ce sera encore pire, tu auras encore moins envie de travailler et c'est un cercle vicieux. Il faut encourager les erreurs. Et ça, je vous encourage aussi à faire ça dans le milieu supérieur, c'est que quand vous êtes étudiant aussi, ou quand vous voulez apprendre quelque chose, n'hésitez pas à faire des erreurs. Tant que vous n'êtes pas en examen, vous pouvez faire des erreurs et il faut faire des erreurs. Combien de fois ça m'est arrivé d'avoir des 4, des 2, des 5 à des QCM que je fais alors que je suis censé connaître le cours par cœur. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché d'avoir 17 de moyenne à mon dernier semestre de médecine. C'est parce que j'ai fait le maximum d'erreurs possibles, j'ai corrigé toutes ces erreurs, et ça, c'est un vecteur énorme de plasticité cérébrale et de développement neuronal de nos connexions, et ça va stimuler notre cerveau pour qu'il apprenne beaucoup mieux. Faites-moi confiance, il y a eu plein d'études qui ont été menées, qui ont montré des étudiants qui ont fait des erreurs et des étudiants qui n'ont pas fait d'erreurs. Et les études ont conclu toutes que les étudiants qui avaient fait des erreurs avaient beaucoup mieux appris et avaient une meilleure rétention sur le long terme que les étudiants qui n'avaient pas fait d'erreur. Donc cette culture de l'erreur qui est un petit peu dommage, il ne faudrait pas vraiment pénaliser pour l'erreur, mais il faudrait au lieu juste donner une note ok, mais au lieu de dire t'as une mauvaise note, c'est pas bien, de dire t'as une mauvaise note, on corrige, on regarde pourquoi et la prochaine fois tu feras mieux.
Et en tant que parent, au lieu de blâmer une mauvaise note, il faudrait plutôt dire pourquoi tu as une mauvaise note. Est-ce que tu as moins bien travaillé? Est-ce que tu n'aimes pas cette matière? Est-ce que, voilà, il y a eu un peu moins de travail de tout ça? Et pourquoi? Et rechercher à ce niveau-là. Parce que plus on va crier sur les enfants, plus on va leur dire t'as eu une mauvaise note, c'est pas bien du tout, je te prive de je sais pas quoi, en plus ça va le frustrer et ça va pas l'encourager lui-même à aller travailler et à se dépasser pour avoir une meilleure note. Donc essayez, c'est pas grave d'avoir une mauvaise note dans la vie, que ce soit dans le milieu supérieur ou etc. Il faut faire des erreurs et on est humain. Et heureusement que les humains font des erreurs. Parce que si on faisait pas d'erreurs, tout serait parfait et il n'y aurait plus aucun challenge dans la vie. Donc il faut absolument faire des erreurs et il faut apprendre de ces erreurs. Un autre concept qui a été assez difficile à intégrer, non seulement pour moi mais pour beaucoup de gens, c'est que la seule manière de penser peut changer drastiquement nos résultats. Alors je sais que ça paraît fou comme ça, il y a plein d'expériences qui ont montré que juste le fait de se dire « Ok, là je vais réussir » ou de se dire « Je vais travailler, j'ai travaillé, donc je vais potentiellement avoir une bonne note », ça change tout, contrairement à si on disait « Je vais avoir une mauvaise note, je suis pas fait pour les maths par exemple, je peux pas faire ça parce que j'y arriverai jamais ». Ça change absolument tout. Il y a des expériences aussi qui ont été menées là-dessus et qui ont bien montré significativement que le fait de penser et d'avoir un mindset qui était, je sais plus comment elle l'appelle dans son livre, mais un grow-up mindset, donc quelque chose, un état de pensée qui est vers le haut, c'était beaucoup plus bénéfique d'avoir un état de pensée qui était vers le bas. Et plus que ce qu'on pensait. Parce qu'on peut penser que, en effet, si je me dis que je vais réussir, je vais potentiellement partir avec un avantage de me dire, ok, je vais potentiellement pouvoir réussir, etc. Mais si je me dis que je vais m'en réussir, bon, je vais partir aussi avec un autre état d'esprit. Mais le fait de juste de se dire qu'on va réussir et de se dire aussi on n'est pas nul en maths, mais c'est juste parce qu'on nous a mal appris les maths ou alors qu'on a eu le mauvais enseignement ou que nos parents nous ont dit je suis nul en maths, donc moi-même intrinsèquement je me dis je suis nul en maths, ben, ça a une répercussion sur nous et ça a une répercussion sur notre mode de pensée et sur notre apprentissage. L'esprit exerce un pouvoir remarquable sur le corps et ses muscles. Des pianistes professionnels étaient recrutés pour apprendre à jouer un morceau, mais pour la moitié d'entre eux, les répétitions consistaient simplement à imaginer qu'ils jouaient, tandis que l'autre moitié répétait normalement. Le premier groupe, non seulement a atteint une qualité de performance presque égale à celle de l'autre groupe, mais s'est amélioré dans le même domaine que les pianistes qui avaient vraiment joué. Ça montre que juste avoir un état de pensée et juste s'imaginer en train de faire quelque chose, les pianistes qui s'imaginent en train de jouer, ça montre qu'on a des performances égales, voire supérieures, juste en s'imaginant. Donc juste en pensant que vous pouvez réussir à quelque chose, et en changeant votre état d'esprit, je vous promets que vous allez avoir de meilleurs résultats. Alors effectivement, ça ne fait pas tout. C'est pas parce que vous êtes juste en train de vous dire je suis le meilleur constamment que vous allez avoir le maximum des notes partout. Il y a une quantité de travail à fournir quand même, il y a un environnement qui va jouer aussi sur ses compétences, etc. Mais c'est un tout. Et quand on a ce tout, ça va extrêmement jouer en votre faveur et vous allez beaucoup mieux apprendre. Et enfin, un dernier petit conseil, un dernier petit principe d'apprentissage, c'est que nos voies neuronales de l'apprentissage vont être optimisées quand on va aborder quelque chose sous différents angles. Par exemple, moi, quand je lis un cours, il y a très souvent des cours où on parle de plein d'autres cours. Donc, par exemple, je lis un cours sur, je sais pas, la trompe pénie, on va me parler du lupus, etc. Le fait de voir ça sous différents angles, c'est-à-dire à un moment d'aller voir le lupus, à un moment d'aller voir un autre cours, d'aller prendre l'item sur le lupus et d'aller le regarder dans un autre collège, dans un autre livre, le fait d'avoir cette vision beaucoup plus globale, bah, ça va me permettre de beaucoup mieux apprendre. Et en fait, notre cerveau, il marche comment? Notre cerveau, il fait des connexions entre plein de neurones. Il va avoir un bloc de connexion. Et plus on a de connexions, plus notre apprentissage va être meilleur et plus ancré. Si vous focalisez juste sur une manière d'apprendre, par exemple 2 x 2 est égal 4, bah vous allez créer un groupe de connexions, du 2 x 2 est égal 4, vous savez pourquoi, etc. Mais si vous changez un petit peu cette manière de travailler là, et que vous essayez autre chose, par exemple en faisant des additions pour comprendre comment marche la multiplication, ça va créer un autre réseau neuronal qui va se lier à ce premier réseau-là, et quand vous allez faire un problème, par exemple un exercice, ben, votre cerveau aura beaucoup plus de surface à balayer pour pouvoir répondre à ce problème-là. Donc essayez tout le temps, quand vous avez un exercice, d'essayer de voir toutes les autres manières d'apprendre et d'appréhender cette notion, cet exercice, pour pouvoir apprendre beaucoup mieux. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez un petit peu mieux. Si je prends 18 et que je fais plus 1, ça me fait 19. Jusque-là, on est bon. Mais si j'essaie de changer un petit peu la manière dont j'apprends ça, je prends mon 18, mon 19 et je me dis comment je peux faire pour arriver à 19. Il y a énormément de méthodes pour arriver à 19. Par exemple, je prends 9 plus 10, ça va me faire 19. Donc utilisez toutes les manières possibles d'apprendre une notion et vous verrez que votre apprentissage, et quand vous allez répondre à des problèmes, ce sera beaucoup mieux pour vous. Sur ce, moi je vous laisse là avec ces différents principes d'apprentissage. Je ferai une deuxième vidéo pour vous expliquer d'autres principes d'apprentissage sur le même type. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu
Ça me ferait extrêmement plaisir et moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.